Fait pas beau, hein? Hein? C'est un temps de chien aujourd'hui. Et bonjour les amis. Alors, une petite vidéo, comme vous avez pu remarquer, où j'ai un peu une extinction de voix. Et ben ouais, c'est un peu la période, donc on va essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, c'est un petit épisode, réponse aux questions. Réponse aux questions sur l'épisode précédent, qui était la mise en hivernage, plusieurs cas de figure, etc. Je fais des réponses aux questions parce que dans le film, il y a des choses, certains n'ont pas toujours tout compris, donc je reviens un petit peu dessus et je réponds donc aux commentaires en même temps. Ensuite, la deuxième partie, c'est on va sous-peser mes petits mes petites élevages de rennes, mes nucléi, d'accord, donc qui s'appellent des mini plus polystyrène, où j'ai un gros souci, c'est que je me fais défoncer, enfin pas moi, je me fais défoncer les nourrisseurs par les fourmis. Donc j'utilise du marc de café parce qu'il y en a marre. Et ben ouais, le marc de café est un répulsif pour les fourmis. Hein, ça apparemment ça gêne pas les abeilles, heureusement, parce que sinon. Donc on va commencer. Polonais. Donc, une question de Pat, pardon. Pourquoi traiter avec les lanières après avoir fait un encagement? Alors, il me semblait que je l'avais dit dans la vidéo, j'ai pas tout encagé. J'ai encagé que 22 colonies, voilà, et tout le reste, j'ai pas encagé. Donc, celle, évidemment, où j'ai encagé, je n'ai pas fait de traitement à lanière. C'est-à-dire que derrière, au bout de 21 jours, j'ai fait 2 traitements à l'acide oxalique par sublimation et point barre. C'est l'avantage de l'encagement. Si vous faites un encagement et que vous faites l'acide oxalique et après derrière vous mettez les lanières, et ben bénéfice du travail, c'est du travail pour rien, quoi. Voilà. Par contre, les autres colonies, je te dérange pas toi, les autres colonies qui n'ont pas été encagées, là oui, je suis retourné à la maison chercher les lanières que j'avais oubliées. Voilà, petit bémol. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? Daniel, y a-t-il encore des mâles dans la nature? Alors pourquoi il pose la question? Parce que dans les encagements, certaines auraient élevé. Alors, cette période-là, c'était quand même une vidéo qui datait de début août, hein, je précise, donc des mâles dans la nature, il y en avait. Je dis bien, il y en avait. Pour la fécondation suivante, pour qu'elles puissent réélever, etc. Et donc j'ai vérifié, elles ont bien repris la ponte, on l'avait vu dans l'épisode. Ensuite, quoi rajouter? Si c'est maintenant, là, c'est-à-dire que cette vidéo, elle est d'aujourd'hui, pas mal celle-là, elle est d'aujourd'hui forcément. On est je crois, le 26 septembre. Alors c'est sûr que des mâles dans la nature, il n'y en a pas, hein. Il n'y en a plus. Hein. Ou alors s'il y en a, c'est des colonies bourdonneuses qui peuvent sauver encore quelques reines qui seraient vierges. Voilà. Mais bon, ça a un bémol, donc c'est sûr que c'est pas les encagements, c'est pas à faire en cette période. Voilà, donc c'est une petite parenthèse que je rajoute. Ensuite, c'est Denis qui pose la question. Le poids des ruches sur 8 cadres. Parce que vous savez que le poids des ruches, moi je travaille sur 9 cadres. 9 cadres avec une partition. Donc pour moi, il faut que les colonies fassent entre 30 et 33 kg. Alors il est évident que si votre colonie est sur 8 cadres, vous n'allez pas avoir 30-33 kg. Il faut compter 2,5 kg en moins par cadre, en moins dans la ruche.
C'est-à-dire que sur 8, il faut que la ruche pèse moins de 2,5 kg. Voilà. C'est une petite parenthèse. Si elle est sur 7 kg, eh ben, ce sera 5 kg de moins, etc. C'est un petit... voilà, c'est c'est un peu une question de logique, hein, forcément. Si vous êtes sur 10 cartes, ou sur 9, ou sur 8, ou sur 7, faut pas que la colonie fasse 30-33 kg. Hein. Sinon, la reine va les pondre, on ne sait pas quoi. Hein. Voilà. Robert qui pose la question, peut-on rajouter des cires gaufrées en cette période? Alors si donc c'est un commentaire qui doit avoir, c'est vrai, 10 jours, mais même, il faut savoir que les cires gaufrées, elles ne bâtissent plus. Hein. Ou alors s'il y a une grosse mielée sur le lierre, ou si vous nourrissez abondamment, avec du sirop à 50%, ça y est, il pleut. Oh purée. C'est un temps à la grenouille, hein, ou un temps de chien. Hein. Donc, il ne faut pas rajouter des cires gaufrées maintenant, quoi, voilà. Vaut mieux rajouter des cires bâties si vous manquez de place, etc. Hein, ça, il faut quand même bien faire attention. Ensuite, j'avais la question suivante. Poids des ruches en général. On me repose la question. Donc ça, c'est MGA. Qui me pose la question, quel est le poids général des ruches? Mais ça il faut que vous calculez, les gars, le poids de vos ruches, c'est-à-dire la tare des ruches vides, avec des cadres bâtis, et puis on compte en général 3 kg d'abeilles, oui c'est ça, 3 kg d'abeilles, sans provision, ben, il faut que vous élaborez une tare. Moi, ma tare, c'est 22 kg. Voilà, parce que j'ai des planchers plastiques légers, des nourrisseurs plastiques, et je suis qu'en 9 carnes, donc je peux me permettre d'avoir sur certaines colonies entre 30 et 33 kg. Vous, si vous avez des planchers bois ou des ruches sur 10 cadres, avec des nourrisseurs bois, etc., ce sera peut-être 25 kg la tare. D'accord? Donc c'est pas... j'ai pas la science infuse, hein, il faut vous calculer ça. D'accord? Voilà. Pourquoi ne pas faire des essaims au lieu d'encager? Alors, je ne sais plus qui c'est qui me pose la question. Alors, il est évident qu'il y a plusieurs solutions. Soit vous encagez pour arrêter le couvain et traiter 21 jours suivants, comme les épisodes que l'on a vus ensemble, ou soit vous enlevez, c'est-à-dire vous faites des essaims avec la ruche, c'est-à-dire que vous enlevez les cadres de couvain avec les abeilles, sans enlever la reine, et donc vous vous retrouvez avec une colonie qui n'a pas de couvain. Donc les varrois ne sont que phorétiques, les varrois sont les abeilles. Là, vous faites un traitement à l'acide oxalique. D'accord? Voilà. Et après, par contre, l'essaim que vous avez fait, il y a un bémol, c'est que l'essaim va se retrouver avec le couvain, avec des jeunes varrois dans le couvain. Donc cela, il faudra les traiter à part. Mais la ruche, la souche d'origine, il est évident que vous pouvez faire comme ça. D'ailleurs, nos amis italiens, c'est ce qu'ils font. Ils enlèvent les cadres de couvain. D'accord? Ils resserrent la colonie. Paf, traitement acide oxalique. Après, il ne faut pas remettre les cadres de couvain dedans, hein, sinon vous allez rajouter des varrois. D'accord? Donc il faudra bien traiter ces cas de figure à part. Et voilà. Donc ça, c'est important. Ou alors, sinon, une autre solution, c'est que vous pouvez griffer le couvain. C'est-à-dire avec un peigne, vous griffez le couvain, donc elles vont désoperculer toutes ces larves qui sont dedans, et elles vont nettoyer les varrois, et vous faites un acide oxalique derrière. Mais bon, moi ça, bousiller le couvain, c'est... Ça, j'aime pas du tout ça. Hein. Voilà. Bon, il y en a qui procèdent comme ça, mais moi, c'est pas mon truc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais comme question? Jean-Luc, après un encagement, j'ai perdu 20% de reine. Ben oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que quand on encage, il arrive souvent, enfin quelques fois ou souvent, où elles font un réélevage derrière. Parce qu'elles s'aperçoivent que la reine ne pond plus. Forcément, elle ne pond plus, elle est dans une cage. D'accord? Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Donc si vous ne cassez pas les cellules, eh ben, elles vont refaire un élevage. Quand vous allez libérer la reine, elle va se faire zigouiller. Voilà. Bon, après, ça n'arrive pas tout le temps. Bon, elle se fait zigouiller, tant pis, ce sera une jeune reine derrière. C'est pas perdu quand même pour autant. Mais ça arrive, voilà. Alors après, évidemment, il faut que, quand même qu'il y ait le beau temps qui permet à la jeune reine, après, derrière,
après avoir supprimé la reine mère, eh bien, qu'elle puisse se faire féconder. D'accord? Voilà. Odile, après un léchage des os sur les ruches, elles remettent du nectar dans les cadres. Ben oui, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que quand on met des os sur les ruches, alors soit elles ramènent le miel en concentration sur les cadres du milieu, d'accord, soit le descend. Alors, il est évident que, voilà, ou alors c'est du nectar, par exemple du lierre, qu'elle restocke, etc. Il ne faut pas le laisser trop longtemps. Et bien à ce moment-là, ces deux cadres, vous les récupérez, vous les extrayez, ou sinon vous leur laissez. Ça arrive un petit peu, ouais, c'est vrai, ça arrive. Moi, ça m'est arrivé, j'avais abandonné le léchage sur les ruches, et puis finalement, j'y suis revenu. Voilà. Voilà pour les commentaires principaux. Après, pour les autres, bah, je remercie leurs propres essais, comment ils font. Il y en a qui laissent lécher les os en pile soit dans le rucher ou soit dans un champ à part. Voilà. Il y en a qui mettent à lécher sur les ruches. Et il y en a qui ne mettent pas à lécher, carrément, ils les mettent en chambre froide. Alors ça, c'est l'idéal, parce que après, c'est que ça va être du miel qui va servir pour les autres colonies au printemps, quand vous allez remettre les os. Surtout que le miel ne va pas fermenter. S'il est stocké au sec, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'il soit stocké, enfin, il ne faut pas que les os soient stockés à l'humidité. D'accord? Voilà. Donc il y a plusieurs méthodes, après c'est à vous de voir celle qui vous convient le mieux. C'est bien parce que dans tous ces commentaires que vous m'avez fait, ben, ça a permis un peu d'échanger entre les uns et les autres ce qu'ils font. Parce qu'on peut avoir très bien des bonnes pratiques chacun de notre côté, quoi. Donc c'est quand même bien de partager et puis et d'avancer tous ensemble. Hein? Voilà. Voilà. Donc il y a plusieurs méthodes, après c'est à vous de voir celle qui vous convient le mieux. C'est bien parce que dans tous ces commentaires que vous m'avez fait, ben, ça a permis un peu d'échanger entre les uns et les autres ce qu'ils font. Parce qu'on peut avoir très bien des bonnes pratiques chacun de notre côté, quoi. Donc c'est quand même bien de partager et puis et d'avancer tous ensemble. Hein? Voilà. Bon, alors maintenant nous allons passer sur l'évaluation des provisions. Je vais vous montrer pourquoi j'ai mis du marc de café. Parce que j'ai les nourrisseurs. J'avais des grosses fourmis noires qui ont fait des sacrées galeries dans les nourrisseurs. Ils étaient attirés par le sirop. Ou des fois, elles se mettent entre le nourrisseur et les cadres. Parce que moi, je mets un petit plastique pour pas que les abeilles collent les cadres sous le nourrisseur. Sauf que des fois, les fourmis se mettent entre le plastique et le nourrisseur. Enfin, on va voir. Hein. Donc, j'ai mis du marc de café à cet endroit-là. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Allez. Bon, est-ce que vous voyez? Ouais. Alors, comment j'ai résolu mon problème? J'ai changé le nourrisseur. Alors, est-ce que vous voyez? Je vais vous mettre carrément le nez dedans. Voilà. Voilà. Lui, le cabochon, il est ouvert. Il est ouvert pour que les abeilles puissent venir nettoyer le sirop que je leur ai mis, sans pour autant que les fourmis viennent. D'accord? Alors, je soupèse. Normalement, il faut 4 kg. Il en manquerait un petit poil. On peut y rajouter 1 kg de plus. Alors, regardez. J'ai mis du marc de café. D'accord? C'est-à-dire que j'ai mon plastique là. Alors ça tient au chaud, hein, l'avantage c'est ça, d'accord? Voilà, alors parce que sinon c'est là-dessous hein, qu'elles font des galeries. Donc j'ai mis du marc de café, comme ça les fourmis ne se mettent pas entre
le nourrisseur. Ça y est, il pleut comme il faut. Et le dessus des cadres. Alors là, je vais y rajouter un petit kilo. Voilà. Et en même temps, je vérifie que les fourmis ne se sont pas réinstallées parce que j'ai été obligé de changer le nourrisseur à cause de ça, quoi. Hein. Qu'il faut que je répare avec du plâtre ou de la colle fondue. Enfin, fondue, pistolet à colle, quoi. Colle fondue. Alors, celle-là, elle est légère. Celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment légère. Donc là, on voit que, si vous voyez, que là, c'est ouvert, le plastique est complètement enlevé. Je vais leur donner 1 kg. Donc on peut regarder si les fourmis sont mises, tiens d'ailleurs. Alors la pissolie, c'est vrai que c'est quand même pratique. Hein. C'est pratique parce que bon, on peut faire des interventions rapides comme ça. Hein. Donc pas de fourmis. Il n'y a plus de... Voilà. Donc ça va faire des reines suivantes, etc., etc. Voilà, on va regarder encore un peu celle-là. Celle-là, il manquerait encore un poil. Plus que sur celle-là. Donc le marc de café, ça marche bien. Hein. Donc tout ça, ça me fait des colonies qui permettra d'avoir une reine pour le printemps suivant. Parce que maintenant, pour changer les reines, ça commence à être un peu... Ah ouais, on construit là. Un peu plus que construit là. Bon. Et on construit dans le nourrisseur. Vous avez vu? Donc là, on a affaire à quelque chose de naturel pour ceux qui ne connaissent pas trop l'apiculture. Hein, c'est-à-dire que c'est des rayons de cire qu'elles ont stocké de miel, quoi. D'accord? Vous voyez bien en 3D là? Voilà. Carrément dans la cavité de nourrissage, quoi. Ouais, je vais peut-être pas nourrir parce que ça sert à rien, sinon elles vont bâtir, etc. Allez, on va pas les embêter plus que ça. Comment c'était ça? C'était comme ça? Ouais, c'était comme ça. Allez, celle-là, finalement en poids, c'est bon. On va faire la suivante. C'est très sympathique hein, quand même l'élevage de rennes. Hein. Ça c'est quelque chose qu'il faudrait que vous maîtrisiez tous hein, à un moment ou à un autre. Hein. Celle-là elle est un peu limite mais bon ça va quoi. Ah oui alors celle-là. Celle-là elle est blindée. Alors je me méfie parce que tellement elle est blindée. Alors je vais en fumer un peu pour les faire partir, pour pouvoir leur donner une petite lichette de sirop, quoi, même si elles avaient bâti dedans, mais ça c'était le coup d'avant. Ouais, quoique non, elle est lourde. Non, c'est bon, je leur laisse. Et voilà, donc voilà comment je procède au niveau mes mini plus. Il faut qu'elle pèse à peu près en général, elle, 4 kg par corps. Si vous les doublez, ben, ça fait 8 kg quoi. Hein. Voilà, c'est des choses simples, c'est des trucs mathématiques, basiques. Voilà, voilà. Hein Oli? T'es d'accord?
Donc on a vu que sur une Mini Plus, j'avais pas mis de marc de café. Alors c'est pas un oubli, c'est parce qu'il n'y avait pas de fourmis. J'aurais pu en mettre par précaution. Mais la toute première qu'on a faite, celle-ci, j'ai été obligé de changer, comme j'ai dit, le nourrisseur, parce qu'elles avaient creusé des galeries de partout, des grosses galeries qui font 5-6 mm de diamètre, hein, et donc pour pouvoir communiquer de l'extérieur, rentrer dans le nourrisseur, pomper le sirop, percer le fond du nourrisseur pour laisser le plastique, pour se mettre au chaud des abeilles, mais sans pour aller voir les abeilles, parce que sinon elles vont se faire refouler. Bon bref, après dans la nature, ben, c'est sûr que tout le monde cohabite plus ou moins, sauf qu'avec l'apiculteur, ça cohabite pas toujours, quoi, même si on fait des efforts. Donc voilà. Ben, sur ce, on va se quitter. Désolé pour ma voix toute bizarre là. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche qui est en haut, qui vous permettra d'être informé d'une nouvelle vidéo. Et tout en haut. Allez, merci, à bientôt, au revoir.